vous invitons à vous installer au niveau du panel, tout comme Wissem et Abdelkrim Benour. Je ne sais pas s'il est revenu. Il est là, au fond, bien assis. Notre panel consacré aux réseaux sociaux. Je vous rappelle le QR code. La régie va l'afficher de suite. QR code que vous pouvez d'ores et déjà donc scanner afin de partager vos questions. Plateforme CTO Q&A et nous sommes là justement pour y répondre. Alors, en quoi les réseaux sociaux impactent aujourd'hui la vie économique de manière générale? Nous avons 3 profils très intéressants qui ont des expériences un peu différentes. Abdelkrim, je te rassure, tu parais très jeune. Je te promets. Avec les jeunes, tu es jeune. Donc, ça serait bien de commencer effectivement sur cet impact sur la vie économique, vu l'expérience de chacun d'entre vous, en attendant les questions de l'assistance que nous allons vous poser. Messieurs. Alors moi qui suis de la génération 1990 où l'Internet était en train d'émerger... Ça ne se voit pas. Merci beaucoup Ahmed. À la 3e fois, je te ferai le chèque. On voit une émergence effectivement des réseaux sociaux qui ont un véritable impact sur l'économie. Et ce que je peux dire, je vais le résumer en étant le plus succinct et le plus pragmatique possible, en 3 axes. Il y a d'abord une notion de légitimité. Quand on parle de la communication sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, on cherche une certaine légitimité. Parce que les réseaux sociaux, comme on le dit vulgairement, il y a à manger et à boire, il y a absolument tout. Ça, c'est la première chose. Donc, en termes de légitimité, l'idée d'avoir une histoire à raconter, en tant qu'ancien directeur marketing, je refusais catégoriquement à mes équipes de communiquer pour communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'impact. La communication sans impact n'est pas de la communication. Et les réseaux sociaux, c'est d'être persuadé, si on parle de communication pour l'aspect économique et commercial, c'est d'être persuadé que ce que l'on propose est une très bonne affaire, qu'elle soit directe, mercantile ou sur un mode projet. Et le troisième point, c'est sur la notion de visibilité, très important aussi sur la partie visibilité. Et il y a un phénomène qui est, tu parlais à juste titre des biais cognitifs, et la frontière entre le B2C et le B2B, c'est l'épaisseur du stylo, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les personnes qui gèrent les entreprises restent des êtres humains avec des biais cognitifs, et naturellement, ils vont embarquer ça dans leur réflexion stratégique au niveau de leur entreprise. Donc en termes de visibilité, le fléau mondial que l'on découvre, c'est qu'il y a cette notion de comparaison et qu'on veut toujours faire mieux que son prochain, même les plus grandes marques. Et je vous assure que pour avoir assisté à des conseils d'administration de très grandes structures, il y a des discussions que l'on pense ultra stratégiques qui étaient vraiment de premier niveau sur comment on peut faire mieux que son concurrent, un peu les publicités qu'on a pu voir entre Coca et Pepsi pour vous donner un ordre d'idée. Mais voilà les 3 axes que j'invite tout directeur marketing, CEO à porter à réflexion avec ses équipes, la notion de légitimité, la notion d'impact et la notion de visibilité pour avoir un véritable impact économique au sein de son entreprise. Wissem ? Alors, je vais continuer sur la lancée de Abdelkrim. Pour moi, alors, j'ai abordé l'aspect vente de ces réseaux sociaux-là, et donc toute cette richesse qu'on va créer et mettre à disposition de notre prospect ou de notre client va lui permettre derrière de, à la fois, s'identifier de façon rationnelle, s'identifier de façon irrationnelle et subjective, et encore une fois revenir donc à l'histoire des transferts des codes et de s'identifier à travers un potentiel fournisseur. Et c'est ce qui va redynamiser aujourd'hui cette économie-là, puisque dans cette masse où tout le monde publie de la même manière, le même contenu et la même façon de faire, on va quand même avoir ce petit poisson qui va aller dans le sens inverse et de se dire, ok, donc moi je ne vais pas vous vendre de la même manière, hein, et je reviens à la fameuse publicité où le petit gamin avait acheté, je crois, 2 canettes sur lesquelles il s'était positionné pour arriver à acheter un peu la canette rouge, pour éviter de citer trop de marques. Et c'est comme une façon de dire, voilà, on est là, on est meilleur, mais on est quand même avec eux, et on est quand même de la boisson gazeuse au cola, etc. C'est cette façon-là de se dire, ok, je vais simplifier la réflexion de mon prospect au maximum à travers un contenu, alors, que je vais appeler communément pré-mâché, et prêt à l'emploi, prêt à la synthèse, pour pouvoir ensuite accéder à un pouvoir décisionnel et donc l'accélérer et permettre donc le choix d'une solution ou d'une autre.
Adel, oui. Je- en fait, ce que je trouve intéressant sur l'émergence des réseaux sociaux et leur impact économique, c'est la première chose, c'est je trouve l'accessibilité. Le fait que maintenant des artisans, par exemple, qui avaient des difficultés de promouvoir leur culture, leur art, puissent avoir accès à travers ces plateformes-là à une large cible, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Alors j'essaie de montrer aussi le positif parce que j'ai été un peu négatif dans ma présentation, mais le deuxième axe que je trouve assez intéressant, c'est aussi la création d'opportunités. Parce que des entreprises qui font de la data, de l'IA à travers les données de ces plateformes-là, ça permet de créer un pendant économique qui n'existait pas avant l'avènement de ces plateformes-là. Et puis le dernier élément que je trouve assez, enfin, on va dire assez neutre pour le meilleur et pour le pire, c'est l'éclatement du pouvoir médiatique. C'est-à-dire que là où avant on avait des pôles médiatiques qui communiquaient et qui créaient du contenu journalistique, aujourd'hui on a de plus en plus de personnes qui prennent ce rôle-là de créateurs de contenu, etc. Ce qui crée un nouveau modèle économique, comme je disais, pour le meilleur et pour le pire, parce que avoir une ligne éditoriale, avoir un comité de lecture dans un journal, c'est toujours plus rassurant pour le consommateur et ça donne un peu plus de vraies informations. D'accord. Les questions du public. Est-il vrai que les réseaux sociaux peuvent espionner nos communications pour les utiliser dans des algorithmes de suggestion? Oui. Oui. Et on arrête là, c'est bon? Et oui. Il faut dire oui aussi. Hein. Non, oui, oui. Non, mais clairement, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas photo, quoi. Par définition, vous l'avez tous vécu. Il y a des moments où vous vous dites c'est pas possible, on m'écoute. En fait, on vous écoute. Voilà. D'accord. Un peu dans le même sillage, une autre question. Si l'algorithme nous classe dans une catégorie, est-il possible de faire en sorte de changer les choses? Alors, il va falloir se créer de nouvelles habitudes. Hein. C'est un peu comme les histoires de l'espionnage au niveau de l'époque soviétique, où on se crée de nouveaux personnages au niveau qu'on envoyait aux États-Unis, qui allaient avoir le même mode de vie à l'habitude de près pour se fondre dans la masse d'un nouveau personnage aujourd'hui, entre parenthèses, digital et comportemental derrière, à mon sens. Et c'est quand même un exercice intellectuel assez périlleux. Pour compléter, j'ai beaucoup aimé ce que présentait Adèle tout à l'heure avec cette notion d'image des circuits neuronaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le circuit neuronal, à un moment donné, on peut le changer comme on change les habitudes, mais il faut un certain temps, un peu comme l'idée de changer une habitude que l'on a, comme arrêter de fumer, comme se mettre au sport ou autre. Il va falloir un certain temps pour que le corps et le cerveau prennent cette habitude-là. C'est exactement la même chose pour l'algorithme qui va devoir s'habituer et ensuite changer potentiellement de catégorie. Je suis assez aligné avec les réponses. Il y a juste un élément que je trouve super intéressant sociologiquement. On parlait de mes activités. Je suis prof dans des formations en France et j'ai de plus en plus de jeunes en licence, en première année de licence ou en deuxième année de licence, qui m'ont appris quelque chose que je ne connaissais pas. Alors je ne suis pas utilisateur du tout de TikTok, donc je ne suis pas du tout... je fais partie de la même génération, je pense. Ça se voit peut-être pas physiquement là tout de suite, mais si. Mais en fait, il y a une fonctionnalité sur TikTok qui permet de resetter l'algorithme, de en fait le remettre à T0. Et en fait, j'ai des étudiants qui m'expliquent qu'en fonction de leur humeur, des fois ils aiment bien regarder des vidéos de chats, du coup ils vont particulièrement liker des vidéos de chats, et donc l'algorithme va leur pousser de plus en plus de vidéos de chats. Et dans d'autres périodes, ils sont plus intéressés par l'humour, et donc ils vont plus consommer. Donc c'est possible, mais avec une problématique qui est centrale, qui est le comportement, ça prend du temps à changer. Et d'ailleurs, j'ai travaillé en pneumologie pendant 5 ans, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de fumer. D'accord. Dans 2 ans, comment voyez-vous l'avenir des réseaux sociaux avec l'avènement de l'IA générative dans la communication et le ciblage? Cela va-t-il devenir trop prédictif? Pourquoi 2 ans déjà? Oui, alors, moins peut-être. Personnellement, à très court terme, c'est toujours pareil. Dans toutes les révolutions, et on a vu tout ce qui s'est passé depuis ce matin et les excellentes présentations, tout dépend de l'utilité que l'on souhaite en faire. Si on se restreint au monde professionnel, moi je vous assure que plus vite vous allez monter une équipe marketing qui va s'orienter vers le marketing conversationnel, plus vous serez en mesure de prendre des wagons, pour ne pas dire des trains d'avance sur vos concurrents. Donc l'IA, le copywriting, les nouveaux métiers à la mode que l'on voit,
on le ressent de suite de toute façon quand c'est quelque chose qui n'est pas complètement de la main humaine, ou du cerveau, ou de la matière grise humaine. Et ça se ressent quoi que l'on dise, même si on parvient de plus en plus à contourner l'ensemble des outils IA en refaisant passer dans des moulinettes, ou même en remettant peut-être le cerveau humain en dernière relecture, l'algorithme le voit quand même et le sent. Donc, personnellement, et j'utilise moi-même le marketing conversationnel sur mes LinkedIn, jamais je ne ferai répondre par un robot ou un assistant ou une assistante, je réponds personnellement et je me suis aperçu que c'était générateur de business potentiel. Et ça l'est pour l'ensemble des entreprises. Détacher une personne aux réseaux sociaux sur le marketing conversationnel, c'est incontestablement le meilleur moyen d'anticiper la robotisation exacerbée. C'est ce que je pense. D'accord. Il y a une question qui me fait vraiment rire, je vais vous la dire par la suite. Allez-y. Alors, je continue sur, encore une fois, la lancée de Abdelkalim. Je pense qu'on a un peu les mêmes façons de travailler, peut-être de prospecter aussi, qui est le marketing et le message authentique. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a traversé une grosse crise, on ne va pas en reparler, etc., mais où les gens ont quand même eu très peu de contacts entre eux, ont été extrêmement exposés à ces réseaux sociaux, à ces messages électroniques, à ces messages... Alors, pour les meilleurs, des messages vocaux, pour les moins meilleurs, des messages automatisés en IA sur LinkedIn que vous recevez. Faites 2 millions d'euros en 2 heures et vous allez voir, je vais vous accompagner à changer de vie. Ça va être de moins en moins voulu puisque les acheteurs et les décideurs aujourd'hui vont vouloir une personne physique. Et d'ailleurs, même au sein de ma startup aujourd'hui, on a un service qui est dédié au Customer Success. On forme nos clients physiquement ou via Teams à adapter notre solution nous-mêmes et on évite, alors même si c'est très profitable et que ça peut faire de l'économie, les vidéos tutoriels rapides et on consacre du temps à ces clients-là et je vous garantis que ça nous génère une fidélité client derrière et un mode de vision ou une vision de partenariat qu'on ne voit pas aujourd'hui chez nos concurrents qui vont pousser du contenu vidéo, du contenu automatisé et du contenu alors PDF mais généré par de l'IA de façon quasiment automatique et froide. Voilà, le mot maître, je pense que ça va être le froid en fait que va ressentir aujourd'hui votre interlocuteur à travers ces messages tout faits. D'accord. Moi, je suis assez d'accord. Je trouve que là, ça fait à peu près un peu plus de 18 mois qu'on a eu le boom de ChatGPT. Je faisais l'exercice tout à l'heure. En fait, maintenant, on arrive à identifier à la main, en lisant, que c'est généré par ChatGPT ou par n'importe quel LLM. Et je trouve que, ça déshumanise complètement la démarche qui est profondément... Enfin, je reprends l'exemple de Wissem tout à l'heure sur la notion d'empathie, de transfert d'énergie. Mais en plus, si on se positionne plutôt sur le marketing et la création de contenu, en fait, une fois que vous avez fait votre contenu, qu'il a été automatisé, donc vous avez pris 2 heures pour faire un contenu versus 3 jours avant, en fait, la plateforme va vous sanctionner. La plateforme va moins pousser votre contenu parce que ce n'est pas du contenu original et c'est du contenu généré automatiquement. Donc c'est principalement contre-productif. D'accord. Alors la question qui me fait... je ne sais plus dire... Est-ce que les algorithmes pourront permettre de détecter des personnes avec des contenus débiles pour les restreindre? Je pense que c'est déjà le cas. Ça se voit qu'elle en a marre. On peut avoir le nom de la personne qui a posé la question. Si elle veut se manifester ici, ben voilà. Tu donnes des awards à la fin peut-être pour ces questions. Alors, qu'est-ce qu'un contenu débile? En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très difficile. Ouais. Je vais reprendre une phrase que j'adore dire, c'est l'intelligence artificielle étant très artificielle, elle comprend des choses très basiques. Et donc, comment on évalue, comment on standardise le fait de la débilité d'un contenu? En fait, c'est très complexe et il y a une notion très subjective, donc la machine ne peut pas reproduire cette analyse. Donc, malheureusement, non. En tout cas, à court terme. Alors, je vais rebondir dessus, puisque on s'efforce avec mes équipes aujourd'hui de générer du contenu. Et la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur à travers la lecture de ce contenu? Quel temps va économiser notre lecteur et qu'est-ce qu'il va en apprendre derrière? Et surtout, quel impact ça va avoir sur son quotidien? On s'efforce de répondre à ces 4 questions-là pour l'ensemble de notre contenu. Et je pense que c'est ce qui nous permet d'éviter un peu cette tendance de « je poste pour poster, pour faire du contenu ». Alors, je ne le qualifierais pas de débile, puisque tout contenu reste du contenu quand même, et certains en font leur business. Ça dépend du niveau de débilité, c'est ça? Juste pour compléter quand même, parce que là où c'est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi résoudre une certaine équation. C'est-à-dire que
au plus on va être en mesure de répondre aux besoins réels de nos clients, de notre cible, au plus on va être en mesure d'être éthique et authentique, au plus on aura de chances de s'écarter de la débilité, parce qu'on répondra à quelque chose d'ultra précis. On le voit aujourd'hui, je comprends plus le sens de la question avec le recul, parce qu'on le disait tout à l'heure, en 2 clics, on nous propose d'être milliardaire, en 2 clics, on nous propose de perdre 10 kilos en moins de 3 minutes. Il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi faire preuve de recul, et cette notion de débilité qui reste subjective, on a un rôle en tant que communicant, responsable de la communication dans son entreprise, c'est d'être dans cette équation, de répondre à un besoin, être dans l'éthique et rester authentique. Et c'est là où c'est compliqué. Le marketing éthique est aussi simplement compliqué que ça, puisque c'est contre-intuitif. On est sur les biais cognitifs, et c'est quelque chose de contre-intuitif parce qu'on veut absolument cocher toutes les cases de Cialdini pour répondre à tous ces biais cognitifs, pour dire il faut qu'il clique, il faut qu'il prenne le téléphone et il faut qu'il m'appelle, alors qu'au plus on va épurer, il y a une expression américaine qui dit less is more, moins on en fait, mieux c'est. Si on répond basiquement aux réels besoins, on parlait de valeur, plus vous allez identifier votre capacité à répondre à un besoin chez l'autre, moins vous aurez besoin d'en faire en termes de communication, plus vous serez chirurgical et plus vous aurez une espèce de cycle naturel de clients qui vont arriver chez vous et chez nous par défaut. Et un très gros impact par la fin, puisque derrière, on va se soulever un peu et se sortir de ce tas et pouvoir donc avoir beaucoup plus d'écho et se démarquer par rapport au reste, en fait. D'accord. Adèle, un petit commentaire sur la débilité du contenu? Non, du tout? Je suis d'accord. D'accord. Alors, un deepfake peut-il également être considéré comme une forme d'expression libre et démocratique? Ça, c'est une question sur laquelle Adèle va certainement s'étaler. En fait, il y a une notion juridique qui est l'intentionnalité. Enfin, je parle sous votre contrôle, madame, mais il y a la notion d'intentionnalité. C'est pas tant le fait de créer un deepfake. Et il y a une super initiative qui s'appelle IA for Fake News, qui est portée par un journaliste qui s'appelle Thomas Huchon, qui a numérisé en fait sa personne et qui donc du coup fait un avatar, et du coup c'est une sorte de deepfake où il crée du contenu pour sensibiliser sur les deepfakes. Donc la problématique en fait sur le deepfake, c'est pas tant. Il y a 2 notions pour moi de mes connaissances juridiques. Il y a la notion d'intentionnalité. Est-ce que c'est fait pour nuire et est-ce que ça a un impact économique, réputationnel ou autre? Il y a la notion de droit de l'auteur. C'est-à-dire est-ce que on a volé du contenu d'une personne et on a repris tout simplement et rajouté un visage différent. Il y a beaucoup d'articles en ce moment sur les influenceurs et les influenceuses qui sont des IA. C'est principalement ça. Hein. En fait, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils prennent des vrais influenceurs américains ou latinos, etc. Et en fait, ils pompent tout simplement l'ensemble de leur contenu et ils changent un peu le physique de la personne, et donc ils créent une identité numérique nouvelle, mais dans les faits, en fait, c'est un vol de copyright parce que le droit d'auteur est à la personne qui a créé le contenu initialement. Vous voulez rajouter un élément? Ça peut être très drôle parfois. Je suis tombé sur des vidéos du président de la République français retravaillé moi je trouve ça génial. Alors, du deal, ou alors retravaillé en John Travolta sur Saturday Night, où il avait des chorégraphies sympas. Donc, moi j'y vois juste une opportunité aussi, et c'est ce que j'appelle le copier-créer. Petite anecdote très rapide, lorsqu'on était chez Ingram, on assistait au Medpi à Monaco, et à l'époque, Huawei souhaitait pénétrer le marché français dans la distribution de la téléphonie. Et on rencontre les dirigeants de Huawei qui nous présentent leur téléphone. Alors, je vous la fais courte, je regarde le téléphone et je dis à ce monsieur, mais ça me semble être un Samsung et un Apple à la fois. Sa réponse m'a littéralement bluffé. Il m'a juste dit, sachez, cher monsieur, que copier un produit, un service, c'est du plagiat. En copier 2, c'est de la recherche. Et effectivement, on veut toujours réinventer la roue. Je pense que dans ces notions-là, on le voit aussi avec MrBeast, qui est très connu et qui utilise l'IA pour se développer dans les pays arabes. Donc, bien sûr qu'il y a cette notion d'intentionnalité, cette notion de légalité, mais copier-créer, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Ne cherchons pas à réinventer la roue, tout en restant dans les standards éthiques. D'accord. Vous parlez de déshumanisation. Or, il y a des IA qui parlent et s'expriment exactement comme un humain. L'IA va-t-elle remplacer l'humain dans la génération de contenu? Alors, je vais reprendre ma phrase qui est l'IA, l'intelligence artificielle étant très artificielle. En fait, on a cette peur qui est beaucoup matérialisée par les médias et par le marketing agressif sur le sujet. On est très loin, en fait, pour faire très simple, on est très loin d'avoir une maturité technologique
comme on l'imagine dans nos fantasmes individuels. Concrètement, entre aujourd'hui ce qu'on peut faire et Jarvis dans Iron Man ou les systèmes super intelligents, on a encore pas mal d'années de développement pour y arriver. Donc dans les faits, non, l'IA il y a pas mal de sujets où l'IA ne remplacera jamais l'homme pour la simple et bonne raison l'homme a des atouts aussi qui sont un peu différents. Par contre, il y a une partie où on va avoir une transformation des métiers à travers l'automatisation. Donc le contenu, je ne suis pas certain. En tout cas, sur une partie de la création de contenu, oui, mais ce n'est pas forcément la partie la plus intelligente, c'est principalement les parties les plus chronophages qui vont être remplacées, où l'humain va être remplacé. Absolument, et je pense que ça va pousser vers un cercle vertueux qui est vraiment de pousser les métiers restants à avoir un maximum de valeur possible pour pouvoir se sortir un peu de cette opérationnalité, si je puis dire, et cette reproductibilité qui peut être refaite par l'IA pour ne garder que des fonctions à haut potentiel intellectuel où il faut vraiment de la réflexion, de la stratégie et de pouvoir faire une analyse sur un champ de valeur assez large pour en créer encore une autre. Et c'est ce qui va faire, à mon sens, toute la valeur de l'humain derrière cette IA. Et il suffit de demander à ChatGPT, je l'ai expliqué ce matin dans ma conférence, je vous invite à faire l'exercice, allez sur ChatGPT et expliquer qu'est-ce qui te différencie d'un humain. ChatGPT va simplement vous répondre, je ne gère pas d'émotion, je n'ai pas de conscience et je ne prends rien personnellement, tout simplement. Donc ça rejoint un peu ce que disent mes confrères. D'accord, alors une question spécialement pour Adel Mebarki. Ma question est sur la scalabilité des ventes quand on favorise des démarches de proximité de vente au lieu d'automatiser. C'est du consulting, carrément, ça. En plus, vente pour moi, je suis pas certain. Alors, scalabilité... Attendez que je retrouve la question. Du coup, je la retrouve plus. Il y en a tellement qui arrivent en même temps. Si on peut demander à la personne de la renvoyer de nouveau. Je pense que c'est une relation entre la scalabilité des ventes et l'automatisation des réseaux sociaux derrière. C'est ça. Je te laisse la parole. Alors, il y a automatisation, encore une fois, automatisation. Je rejoins parfaitement Abdelkarim dans ce qu'il disait tout à l'heure. S'il n'y a pas d'authenticité, et encore une fois, ce que je vous disais, c'était la vente, c'est énergie, information et code. Et dont énergie, il y a beaucoup de subjectifs, d'émotion et d'authenticité. Si ce n'est pas ressenti, vous allez avoir une composante sur 3 qui va être biaisée et donc votre vente qui risque de ne pas se faire. Donc automatiser intelligemment en disant bonjour, je m'appelle XY, j'aimerais prendre contact avec vous avec toute l'humilité du monde. Et derrière, vous commencez sur du message qui est personnel, même de l'appel parfois, c'est beaucoup mieux, plutôt que de faire que de l'automatique. Et puis alors surtout les boucles d'automatisation où je mets, allez, s'il ne me répond pas au bout d'un jour, je lui en mets un deuxième, s'il ne répond pas au bout de 3 jours, je lui en mets un troisième. Ça spamme votre email et puis c'est vraiment très désagréable. Voilà, j'ai retrouvé scalabilité des ventes quand on favorise des démarches de proximité de vente au lieu d'automatiser. Alors, si je peux me permettre, moi je pense qu'en termes de scalabilité des ventes, ce qui est très important, moi j'ai toujours dit lorsque j'étais à la direction commerciale que la vente est à l'entreprise ce que l'oxygène est au corps. Et au plus on est capable de prédire les suspects qui vont devenir des prospects, qui vont devenir des clients, qui vont devenir des fans, puis des ambassadeurs dans la pyramide d'évolution du client, mieux c'est. Et à un moment donné, chez Ingram Micro, par exemple, je savais qu'un appel sur 4 était égal à une commande, et dès qu'on faisait 4000 appels entrants et sortants par jour, avec le plateau télévente des 200 personnes, on atteignait le chiffre d'affaires. Donc, dans ce sens-là, avec les réseaux sociaux, avec les publicités potentielles, qu'elles soient YouTube, Facebook, Meta, peu importe, on est en mesure de prédire potentiellement le chiffre d'affaires que l'on va faire, le nombre de clients actifs, le panier moyen, si tant est que ce soit utilisé, encore une fois, à bon escient, avec tout ce que l'on a évoqué depuis le début. Alors, je vais compléter aussi, Ahmed, en disant aujourd'hui, alors l'ère de la vente a changé puisque la plupart des services qu'on va acheter sont ce qu'on appelle du SaaS, donc Software as a Service, et donc ce n'est plus de la vente en one shot. Donc on va vouloir chercher une vente authentique et la création, je me répète encore, mais la création d'un partenariat sur 5 à 10 ans où je vais avoir un client qui va renouveler son abonnement et donc un chiffre d'affaires garanti, plutôt que de tenter de scaler et de vendre énormément, mais sur du one shot où on va redoubler, voire tripler d'efforts pour réaliser le même chiffre d'affaires.
D'accord. Est-ce qu'il y a une méthode de détection d'une manière automatique le contenu multimédia, fake, deepfake en parenthèse, sur les réseaux sociaux? Ça, c'est pas de la vente, je peux répondre, je pense. Alors, oui et non. D'abord, déjà, en fait, pour tous ceux qui ont vu des deepfakes, aujourd'hui, on est encore au début de la techno. C'est-à-dire que ça fait des choses plus ou moins intéressantes. Mais dans 95% des cas, on voit bien de visu que c'est fake. Donc, on a encore une courbe d'apprentissage, ou en tout cas une courbe d'amélioration de la technologie. On n'est pas encore arrivé à un plateau qui fait que c'est tout à fait exploitable à large échelle. Mais la réalité, c'est que si on reprend l'exemple de ChatGPT tout à l'heure sur le fait que, à force, on reconnaît le texte, en fait, on va créer une sorte de nouvelle dimension de cybersécurité. Comme les virus, les antivirus, on va avoir des algorithmes qui vont générer du deepfake, des fausses vidéos, des fausses images, et on va aussi avoir des logiciels qui vont identifier des fausses images on va recréer un cycle où ça va être une bataille continue, en fait, où les algorithmes vont se mettre à jour pour générer de manière différente la fausse image ou la fausse vidéo, et on va avoir un anti-deepfake qui va identifier différemment. Concrètement, tous ces algorithmes-là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils ont un défaut mécanique, qui est que le contenu qui est créé, il est normé. Et donc, en fait, la question, l'engineering qu'il y a pour chaque algorithme, c'est d'avoir les patterns, l'identification de ces normes, ces standards, qui font que, du coup, on va créer l'algorithme derrière pour identifier ces faux contenus. Donc oui, mais c'est une boucle qui est infinie. D'accord. On passe à autre chose. Que faites-vous des cold calls, ces appels générés par l'IA qui s'entretiennent avec vous comme si c'était un humain? C'est tout simplement affreux, parce qu'on sent que c'est robotisé. La personne vous laisse 3 à 5 secondes pour répondre à une question. Parfois, vous n'avez même pas fini de répondre que cette IA en cold call, je ne sais pas si on peut appeler ça en cold call, mais du cold IA si je préfère, vous posez une seconde question et pareil, encore une fois, la vente n'est pas une question d'automatisation ou de scalabilité. La vente, c'est une histoire de création d'un lien avec une personne que vous avez en face. Si j'ai commencé par le transfert d'énergie, encore une fois, c'est parce que c'est l'élément déterminant dans la vente. Quelqu'un peut acheter parce qu'il a eu cette connexion subjectivement émotionnelle avec vous et comprend le pourquoi de votre produit et est prêt aujourd'hui à vous financer, parce qu'on va parler de financement sur les phases de test des startups, sur les premiers produits. On n'a jamais un produit qui est parfait, mais qui va vous faire confiance parce qu'il sait que vous êtes déterminé et prêt à arranger votre solution au fur et à mesure que vous avez un retour client, plutôt que de se dire « Ah ben, j'ai eu un cold call IA, mais en revanche, c'était parfait, ça répondait à tous mes besoins, donc j'ai envoyé un bon de commande et qui a été généré par mon IA au bureau aussi. » D'accord. Autre question? Ou vous voulez compléter? Alors, à tous les trois, ne pensez-vous pas que l'IA doit être perçue comme un outil de développement, notamment pour rattraper le retard dans des pays émergents? Alors, je me permets de répondre en premier. En fait, pour le coup, à titre personnel, c'est quelque chose que je porte au niveau africain de manière très forte. C'est au même titre qu'on a un enjeu aujourd'hui qui est pour moi civilisationnel. Concrètement, si on prend l'exemple de ChatGPT, ChatGPT aujourd'hui, il est entraîné sur un peu moins de 1% de langue arabe au sens large. Je parle de la langue arabe au sens large, donc tous les dialectes du monde arabe confondus. Vous pensez que le dialecte algérien, il pourra le comprendre? Alors ChatGPT 4, oui, Ah bon mais pas très bien. Mais il comprend un peu, mais pas très bien d'Abja. Parce que notre dialecte, il est assez complexe. Hein. J'ai déjà testé un Wash Chat, ça va, je suis là. Et elle a bien répondu. Oui, en fait, ça commence, mais en fait, la problématique qu'on va avoir, il y a pour moi 3 éléments qui sont centraux sur ces IA-là, et je parle des LLM, donc des Large Language Models, qui sont pour moi un enjeu civilisationnel, parce que la réalité, c'est que le texte, l'image, etc., c'est la conservation de notre patrimoine culturel, d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait d'avoir notre propre LLM algérien, demain africain, etc., c'est un enjeu majeur pour la conservation de notre patrimoine et de notre culture. Donc on a un besoin de pouvoir développer nos propres approches technologiques, nos propres modèles, pour des raisons culturelles,
pour des raisons de souveraineté, parce qu'aujourd'hui on s'amuse tous avec ChatGPT, mais dans les faits, en fait, on est en train d'alimenter encore plus ChatGPT, on donne encore plus de données à ChatGPT. Donc j'invite tous ceux qui utilisent dans leurs entreprises des documents professionnels sur ChatGPT à ne plus jamais faire ça, parce que concrètement, vous sortez de l'information confidentielle de votre entreprise. Et puis au-delà de ça, on a un enjeu de souveraineté vis-à-vis de ces acteurs technologiques, parce que concrètement, on a tendance à penser qu'on a déjà perdu la bataille de l'IA et qu'en fait, la réalité, c'est que pas du tout. Déjà, on a un investissement massif qui fait qu'on peut rattraper un certain nombre de retards infrastructures qui sont importants. Mais encore une fois, c'est un enjeu au-delà de la culture, au-delà de la notion de souveraineté. C'est un enjeu de développement humain sur le continent africain que je trouve assez central. D'accord. Après, j'ai un biais personnel qui est que je travaille dans ce domaine-là. Très bien. Est-ce que l'IA peut-elle dégénérer? Si oui, pensez-vous qu'il y a des domaines où elle devrait être interdite? Un long souffle. Dans la vente déjà. Non, mais oui, incontestablement, ça peut dégénérer comme toutes les innovations. Maintenant, dès lors que ça s'attaque potentiellement à l'humain directement, on parlait ce matin des différents sensors que l'on peut mettre sur les vêtements pour voir si la personne est en stress ou pas, avec un taux de cortisol dans son corps supérieur à la moyenne. Je pense que ça a ses limites. Ça a ses limites parce qu'effectivement, ça peut impacter la nature humaine intrinsèquement, et c'est peut-être là la frontière. Maintenant, il faut légiférer tout ça. C'est du même acabit que le Green IoT, normaliser, réglementer, gérer tout ça, mais incontestablement, à partir du moment où c'est robotisé, c'est déshumanisé, tout ou partie, et donc ça peut dégénérer, et quand ça dégénère, ça a un impact potentiel. Alors, si je peux me permettre de rajouter 3 petits éléments. Premier élément, il y a le phénomène de surapprentissage. En fait, c'est comme un enfant. Vous lui apprenez tellement qu'à un moment, il a tellement de critères qu'il il classe n'importe comment, donc il sature. Donc déjà, mécaniquement, en fait, il y a cet effet de surapprentissage et donc cet effet où l'algorithme va dire n'importe quoi. Le deuxième cas, c'est il y a à peine 2 mois et demi, il y a eu une mise à jour de ChatGPT où en fait, ils ont changé un critère mathématique. Et du coup, à chaque fois que vous posez une question à ChatGPT, vous répondez à un poème de Shakespeare. Donc en fait, alors il faut bien comprendre qu'il y a un autre élément sur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage, mais qui n'intègre aucune dimension linguistique. Ce ne sont que des maths, ce qu'on appelle des chaînes cachées de Markov. Donc en fait, si vous changez un tout petit peu un critère, ça peut avoir un impact extrême et donc faire que ça ne marche pas très bien. Donc il y a ces deux notions-là qui font que, par définition, c'est des statistiques, et dans certains domaines, je pense dans le médical, comme tu le disais, Abdelkarim, c'est un élément qui est central, pour 2 raisons. Première raison, c'est comme je vous le disais, il y a une notion d'explicabilité. C'est-à-dire que si moi je fais un algorithme de diagnostic qui est basé sur un réseau neuronal, je ne peux pas défendre mon algorithme auprès d'une autorité de santé pour démontrer comment il fonctionne. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a une notion éthique, c'est que ça reste des statistiques. Le meilleur algorithme d'intelligence artificielle, il n'y a aucun algorithme qui fait 100%. Donc ça veut dire que dans 5%, 10%, 15% des cas, on va se tromper. Or, quand c'est sur la santé humaine, ça a un impact majeur. On ne parle pas juste d'une erreur de suggestion d'un contenu sur un réseau social. Au début de ma carrière, je me souviens qu'on me disait les statistiques, c'est l'art de faire mentir les chiffres avec précision. Donc si ça peut aussi résumer. Donc effectivement, la dégénérescence de l'IA, il faut y prêter attention. D'accord. La fusion homme-machine, on la voit comment dans le tout prochain avenir? Moi, je suis très critique et je n'y crois pas un seul instant. Le côté Neuralink de Elon Musk. Bon, j'ai un biais personnel, c'est que j'apprécie pas particulièrement Elon Musk. Mais Neuralink, on n'y est pas du tout. Il y a 10 ans, on avait des premiers sensors qu'on pouvait intégrer sous la peau. Je suis pas sûr que c'est la société qu'on veut créer. En tout cas, personnellement, c'est pas la société à laquelle je veux participer. Je vous rejoins complètement, et moi je pense qu'il y a aussi cette notion d'éthique et cette notion aussi de valeur intrinsèque à l'humain qui fait qu'à un moment donné, il y aura des barrières qui vont se mettre. C'est un peu comme le clonage. Ces choses-là, je pense que ce sont des choses qui sont tellement complexes. Par contre, la combinaison et l'équation que j'ai évoquée ce matin entre la machine, l'homme et la data, ça c'est quelque chose de différent qui peut être une alternative. Très bien, merci à vous 3, merci messieurs d'avoir bien sûr répondu à toutes ces questions.